solution fournie par Facebook pour faire du développement cross-platform. Donc c'est la première promesse de React Native, c'est le write once run everywhere. Donc le principe, on écrit du code une fois dans un seul langage et on va générer à partir de ce code deux applications, Android, iOS. Ça pourrait être d'autres plateformes, et nous on va s'intéresser à Android, iOS. Les avantages, déjà, l'avantage il est logique, c'est qu'on a moins de code, donc il y a moins de coûts de développement, moins de maintenance à faire. Et puis aussi des points auxquels on ne pense pas trop, c'est que du fait qu'on a une base de code unique, les deux applications Android et iOS vont avancer au même niveau, alors que si on a deux équipes qui font du natif Android et iOS, on peut avoir une équipe qui avance plus vite que l'autre et du coup avoir un décalage entre les deux versions, ce qui est toujours un peu agaçant. Donc il y a d'autres solutions qui permettent de faire qui sont sur ce principe d'une base de code unique. Il y a Flutter par exemple, il y a tout ce qui est Cordova. La particularité de React Native, ça va être le côté interface. Si sur du Cordova, par exemple, on est dans du HTML qui va imiter des composants natifs, Flutter va créer lui-même ses propres composants. Sur React Native, on va utiliser les vrais widgets natifs Android et iOS. Donc c'est ce qui fait un peu la particularité de React Native par rapport à d'autres solutions. L'avantage, c'est qu'on va avoir une expérience utilisateur qui va être améliorée, parce qu'on utilise les vrais composants natifs. Et puis si on a des évolutions sur la plateforme, je sais pas, le date picker de iOS qui par exemple évolue, on va bénéficier automatiquement de ces nouveautés, alors qu'avec d'autres solutions, on restera peut-être sur la vieille, sur le date picker qui a été développé par la plateforme. Autre promesse de React Native, dans React Native il y a React, donc c'est tout l'écosystème React dont on va pouvoir bénéficier. Donc ça veut dire que toutes les librairies qu'on a, si vous faites du développement web avec React, il y a pas mal de librairies que vous utilisez, que vous allez pouvoir réutiliser dans React Native. Puis on va pouvoir réutiliser aussi toutes les archis, tous les grands principes de développement de React. On va pouvoir les utiliser pour faire du mobile. Donc c'est un peu la quatrième promesse de React Native, c'est en fait on va développer du mobile comme si on développait du web. Nous chez ICI, en fait, on a beaucoup de gens. En fait, dernière promesse de React Native, c'est des références. Quelques noms d'applications grand public qui sont basées, alors pas toutes complètement, mais qui sont basées en partie ou totalement sur React Native. Évidemment Facebook et Instagram qui est peu dans la galaxie Facebook, on va dire. Quelque part, c'est rassurant que Facebook, pour son application phare, utilise son produit. C'est un côté quand même un peu rassurant. Puis d'autres noms comme Shopify, Wix, Uber Eats, Coinbase, Salesforce, Pinterest, qui utilisent en partie. Donc comme je disais, souvent on peut soit faire du React Native, une application entièrement React Native, ou alors embarquer des morceaux de React Native dans du Android ou du iOS. Je crois que c'est ce que fait Pinterest par exemple, et Facebook, ça doit être le cas aussi, même si de plus en plus les écrans maintenant sont faits en React Native. À l'origine, je crois que c'était tout ce qui était Marketplace sur Facebook, si vous avez déjà utilisé. Dès le début, c'était fait en React. Alors comment ça fonctionne React Native? En fait, quand on crée un projet React Native, on crée trois projets. Enfin, dans l'intérieur de ce projet, on a trois projets. On a un projet React qui va contenir notre code JavaScript. Et on a deux projets natifs Android, iOS, qui sont des vrais projets natifs qu'on va pouvoir ouvrir dans Android Studio ou dans Xcode. Et donc aller faire des modifications en fait, dans ce code natif. Et lorsque le développeur va avoir besoin de builder son IPA ou son APK, en fait, on va déclencher un bundler qui est fait par Facebook qui s'appelle Metro et qui va créer un bundle JavaScript qui va être embarqué dans l'APK ou dans l'IPA. Donc c'est là qu'on va retrouver tout le code commun à nos deux plateformes. À l'exécution, quand on va démarrer une application React Native, en fait, il va lancer un moteur JavaScript. À l'origine, le moteur JavaScript qui a été utilisé, c'était JavaScript Core, qui est le moteur de Apple, donc qui était du coup déjà disponible sur iOS, mais qui était embarqué en plus dans les versions Android. Là aujourd'hui, Facebook pousse beaucoup sur un nouveau moteur JavaScript qu'ils ont développé spécifiquement pour React Native, et qui s'appelle. Donc le but de ce moteur JavaScript, ça va être d'exécuter tout le code JavaScript. Donc ça va par exemple tout ce qui est métier en fait, donc ça va être les appels de service, la navigation, la gestion des formulaires, tout ce qui est gestion du state local de l'application. Et lorsqu'on va avoir besoin dans l'application d'attaquer du natif, donc ça va être afficher un widget, ça va être utiliser un SDK natif, ça peut être d'utiliser des fonctions de photo ou de géoloc ou de fingerprint par exemple du div. Là on va échanger avec les composants natifs, avec la partie native, via ce qu'on appelle un bridge, donc un bridge React Native qui lui va se charger il va y avoir des messages en fait qui vont passer par ce bridge et qui vont permettre de communiquer entre JavaScript et cette partie native et dans le sens inverse également. Donc ce qu'on va avoir côté natif, du coup ça va être tous les composants natifs, les widgets qui sont sur les plateformes.
et puis toutes les librairies, les SDK qu'on peut trouver, quoi. Alors nous, on peut aussi, si on a des besoins d'intégrer un SDK maison, par exemple, donc ça m'est arrivé en particulier dans le milieu bancaire, on peut créer son propre plugin React Native qui du coup va nous permettre en JavaScript, dans notre code JavaScript, de pouvoir attaquer, utiliser en fait ce SDK natif, quoi. Je clique sur rechercher les pandas. Du coup, il me demande la première permission. Vu que c'est la première fois que je vais demander de la géoloc, il va me demander la permission. Et je vais accepter. Et puis du coup là, il lance une recherche. Donc avec un appel de service REST. Voilà. Et puis pour chaque panda, comme ça, je vais pouvoir le nom du panda, une photo du panda, et puis quelques. Et donc j'ai la même chose ici sur Android. Des géoloc. Je fais également. Donc là, on voit qu'on a deux applications. On va voir, on a le même code source à 95%. Et on voit quand même qu'il y a des petites différences sur la navigation, entre autres. Je ne sais pas si vous avez fait attention aussi sur les animations qui sont un peu différentes quand on change de page. Donc on a quand même un code qui est commun, mais avec comme des petites spécificités selon qu'on soit sur Android ou iOS. Également, du coup, quand on est sur la plateforme de développement, on a un CLI en fait qui est fourni par React Native, qui permet de démarrer l'application. Alors ça doit être avec une commande en fait qui permet de lancer soit faire un run Android, et il va lancer sur l'émulateur ou le device qui est connecté, soit un run iOS et puis il va lancer pareil sur un émulateur ou sur un device connecté, quoi. J'ai également des outils de débugage qui sont fournis dans la CLI. Et du coup, j'ai un menu développeur qui va me permettre, entre autres, de faire du fast refresh, c'est-à-dire dès que je vais modifier, un peu comme on avait avec Webpack, dès que je vais faire des modifications dans mon code source, elles vont être automatiquement en live répercutées sur mon interface, sur mon émulateur. Et puis également la possibilité de faire du debug, et donc là le debug va se lancer dans Chrome. Donc c'est quand même assez confortable comme utilisation. Et si on regarde le code source, donc on voit ici les trois répertoires dont j'ai parlé. Donc Android, si on l'ouvre, on va voir que c'est un vrai projet Android pour ceux qui ont peut-être déjà fait un peu de net. Le iOS, pareil, j'ai un vrai projet iOS avec la gestion des dépendances avec CocoaPods, donc on est sur du vrai projet iOS. Et puis ici, je vais regrouper tous mes fichiers JavaScript. Et en fait, on est sur un projet NPM classique avec un package.json, avec dedans les scripts, les dépendances, qui peut être à la fois des dépendances JavaScript ou des dépendances de plugins qui vont faire le lien entre JavaScript et l'utilité de React Native par rapport à React.js, c'est la manière dont on va démarrer l'application. Sur du React.js, on va plutôt lier un composant de base de notre application à un nœud dans le DOM. Ici, ça va être simplement qu'on a une méthode qui nous permet d'indiquer quel est le composant de démarrage. Et ensuite, on regarde, si vous êtes habitué à faire du React, vous n'allez pas être du tout perdu. C'est 100% exactement le même mode de programmation que du React. Donc avec du JSX, après on aime ou on n'aime pas du JSX, c'est un autre problème. Et puis l'utilisation, ici par exemple j'utilise React Query, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une librairie qui est assez sympa dans le milieu React, qu'on peut utiliser sur du React.js. Donc je vais avoir comme ça tout mon arbre de composants. Je peux avoir par exemple sur le home screen, on va retrouver des composants de layout, le bouton qui me permet de lancer ma recherche, l'image que j'insère ici, et puis sur le lancement de ma recherche, je vais récupérer la géoloc et puis naviguer vers ma page de résultats. Chose intéressante, c'est que si je regarde Get Geolocation, c'est là que je vais demander à la fois la gestion des permissions et la gestion que je vais demander la géoloc. Et sur les permissions, on peut avoir des différences, ça fait partie des domaines dans lesquels on a des différences entre les plateformes Android et iOS. Donc on a une variable qui s'appelle platform.os qui va nous permettre de pouvoir faire un traitement spécifique selon que je suis sur iOS ou Android. On a également une plateforme.version qu'on voit un peu plus bas qui permet, c'est entre autres vrai sur Android, de faire des traitements spécifiques sur des versions d'Android. Par exemple sur les vieilles versions d'Android, les permissions c'était open bar. On installait l'application, on autorisait un peu tout et n'importe quoi. Autre chose qu'on peut faire comme ça de spécifique, là j'ai des fichiers qui ont une extension .tsx, vu que je fais du TypeScript, mais si je mets une extension .ios.tsx ou .android.tsx, je vais avoir un composant qui ne va s'exécuter que si je suis sur Android ou iOS. Donc, si j'attaque maintenant en partie plus retour d'expérience, donc avec d'abord ce que j'aime bien sur React Native, ce qui nous a plu quand on a développé avec React Native, c'est d'abord cette promesse du write once run everywhere qui est vraiment tenue, quoi. Là on a vu rapidement, mais la quasi-intégralité du code est identique entre Android et iOS, et du coup ça c'est un vrai gain de temps, un vrai gain de maintenance.
pour une qualité d'application qui est plutôt bonne, quoi. Autre gros intérêt, gros point positif de React Native, bah, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'un écosystème qui est riche. Alors il y a à la fois toute une offre de SDK, de plugins React Native qui permettent de faire un peu tout, hein, de se connecter par exemple à Firebase, à Facebook, enfin il y a plein de plugins. Et on bénéficie également de tout ce qui est écosystème React. Donc c'est à la fois l'architecture déclarative, la manière déclarative en fait de faire nos UI, tout ce qui est approche composant en fait de React, qui est vraiment qui s'adapte bien en fait, qui est vraiment bien adapté au développement d'applications mobiles où on est souvent sur des petits écrans avec on va dire des écrans pas hyper complexes, quoi. Donc cette approche composant, elle est vraiment très prête. On a une bonne expérience développeur. Alors ce sera nuancé tout à l'heure, on verra pourquoi. Mais on a vu là, on a des outils comme le Fast Refresh. Alors, si je dis pas de bêtises, dans le monde, on a vu quelques outils de débugage. Donc on a une expérience développeur en fait qui est plutôt bonne. Et ce qui fait aussi que cette expérience développeur est bonne, c'est qu'on a une communauté de développeurs qui est très importante. C'est à la fois des développeurs qui sont spécialisés dans React Native, mais également tout ce qui est une partie des problématiques qu'on va gérer en fait, ce sont juste des problématiques React. Donc on bénéficie de l'ensemble de la communauté React qui est quand même assez large, quoi. Il y a du monde. Puis dernier point positif, c'est que c'est une plateforme qui est en constante évolution. Alors, on entend des fois dire que c'est en perte de vitesse. Et je trouve au contraire que Facebook met de plus en plus d'énergie à faire évoluer la plateforme. On en parlera tout à l'heure. Déjà, le côté obscur de React Native, bah, je disais qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences natives, mais il y a quand même deux moments où on a besoin de faire du natif. C'est en particulier tout ce qui est des builds, ce qui peut devenir très complexe. Vu qu'on build des IPA, des APK, bah, il y a quand même besoin de connaître un minimum comment fonctionne un build natif, entre autres tout ce qui est gestion des dépendances. Dans le même genre, c'est qu'on a des SDK qui sont natifs. Nous, on est en JS, on a besoin de créer ce bridge, ces plugins React Native, et s'ils n'existent pas, bah, va falloir les écrire nous-mêmes. Donc là, on a besoin d'un peu de compétences Android ou iOS. Autre problématique, ça qui est pas valable que pour React Native, hein, c'est tout ce qui est test end-to-end. C'est marrant parce qu'il y avait... Déjà, c'est complexe quand on fait du web, alors qu'on fait du mobile, qu'il faut tester sur des émulateurs avec des versions d'iOS, d'Android peuvent être différentes, voire même sur Android, sur les constructeurs, des différences entre les devices. Ça peut vite. Donc les outils, il y a Detox, qui est l'outil le plus connu, qui est fait par Wix, qui est un gros contributeur sur la communauté React Native, qui est vraiment dédié à React Native. Sinon, il y a Appium qui permet de tester globalement faire du test natif, que ce soit Android, iOS, mais en dehors de React Native. Et puis Kevie, qui est le petit dernier, qui permet qui est un peu l'équivalent de Detox, a priori en plus simple, que j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'utiliser. Une des difficultés en fait qu'on a dans le test end-to-end, c'est que tant qu'on reste sur notre application, ça va, mais si on fait appel à un SDK, par exemple, qui va aller scanner une pièce d'identité, quand il faut embarquer ça dans des tests automatisés, ça devient extrêmement complexe, quoi. Les testeurs sur mobile, c'est très très important. Il y a beaucoup d'autres complexités, c'est tout ce qui est montée de version. Alors déjà, de base, les montées de version, c'est jamais simple. Mais là, on a la montée de version de React à faire, React Native, donc les qui sont assez liées. On a aussi Android, iOS, tout ça en même temps. Et puis, dernier point auquel il faut faire attention, c'est les performances. Alors globalement, elles sont bonnes, elles sont même très bonnes sur iOS. Entre une application native et une application React Native, la marge, elle est vraiment faible. Ça vient entre autres du fait que Facebook au début a fait React Native pour iOS, c'était la première plateforme. Autre point qui peut poser des problèmes de performance, c'est quand on démarre l'application, on démarre du natif, mais on démarre également un bundle JavaScript. Du coup, ça fait deux choses à démarrer. Souvent, c'est comme ça qu'on reconnaît les applis, que ce soit Cordova ou les applis React Native, c'est qu'on a toujours un splash screen qui est un peu long. C'est une manière aussi des fois de reconnaître les applis qui ont été faites avec ces technos-là, quoi. Et là, pareil, je parlais tout à l'heure de Hermes, le nouveau moteur JavaScript, et il améliore grandement les performances de démarrage. J'ai vu quelques recommandations. D'abord, avant de penser à React Native, des recommandations plus globalement sur le développement d'applications mobiles, parce que qu'on fasse du Cordova, du Flutter, du natif ou du React Native, on va avoir des points auxquels il faut faire très attention.
Avec d'abord la première chose, c'est faire simple. Et une des manières de faire simple aussi, bah, c'est de respecter les standards qui sont recommandés par Google et Apple. Donc ils ont des guidelines avec, on a vu un peu tout à l'heure sur la gestion des navigations. Donc sur des bonnes pratiques d'ergonomie qu'on va essayer d'appliquer au maximum dans nos UI, quoi, dans nos applis. Oui, puis du coup, en fait, en appliquant ces bonnes pratiques, on se retrouve avec des utilisateurs qui sont en terre inconnue, qui sont sur des applications qui fonctionnent comme fonctionnent toutes les applications. Autre point d'attention, c'est tout ce qui est déploiement sur les stores. Il faut anticiper, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. D'abord, parce que le premier déploiement qu'on va faire, il y a pas mal de choses à récupérer. Ceux qui ont déjà fait du iOS savent un peu tout le cheminement qu'il faut pour créer des certificats, des provisioning profiles, et ça peut prendre pas mal de temps. Déjà, créer un compte Apple, des fois, selon le compte Apple qu'on crée, il y a des échanges avec Apple. J'ai entendu des fois un client qui a mis 3 mois avant d'avoir l'autorisation de créer son compte. C'est un peu gênant. Et puis, deuxième point sur le déploiement des stores, donc c'est remplir toute la fiche, parce il y a des screenshots à faire, il y a des questionnaires auxquels il faut remplir. Et puis une fois qu'on va déployer, en fait, faut pas oublier que quand on déploie sur les stores, il y a un délai en fait de validation. Contrairement à du web où dès qu'on pousse, bah, c'est disponible. Sur une application mobile, on va passer par une phase de validation et qui va être assez rapide sur Android, parce qu'ils font en gros, ils font plutôt du contrôle a posteriori, alors qu'Apple est beaucoup plus sévère là-dessus et Apple va vérifier manuellement en fait votre application. Donc si vous avez une application dans laquelle il y a besoin de se connecter avec un compte, il faut fournir un compte de test à Apple, sinon ils rejettent l'application, quoi. Et eux, ils vont aller vérifier en fait que l'application, ils vont la tester, vérifier qu'elle est de bonne qualité, qu'elle est conforme aux normes qu'eux ils édictent, et ils peuvent rejeter l'application. Et là, on peut repartir sur des cycles. Et du fait de ce contrôle manuel aussi, il y a une chose auquel il faut faire très attention, c'est que si on livre une application et puis qu'on se rend compte qu'après il y a un gros bug, ben on peut prendre quelques jours dans la vue avant que le bug il soit résolu sur les stores. C'est pas du très bon effet, surtout que bah, sur les applications, il y a des gens qui notent sur les stores, donc ça peut tomber très très vite si on livre quelque chose qui est pas bon. Déjà, la permission, je la demande au moment où j'en ai besoin. Et du coup, comme je disais, les demander au bon moment et puis ne pas demander trop d'autorisation. Demander vraiment que ce qu'on a besoin et justifier. C'est pourquoi on a besoin de cette autorisation. C'est quelque chose maintenant qui est même obligatoire lorsqu'on publie l'application sur les stores. On peut se faire rejeter parce qu'on n'a pas mis, par exemple, on demande à récupérer la géolocalisation. On n'explique pas pourquoi. Il faut l'expliquer en fait à l'utilisateur, il faut qu'il sache pourquoi on demande cette autorisation. Donc c'est important d'avoir un bac fiable et performant, parce que finalement c'est ça qui va donner l'impression de qualité de l'application, plus que d'aller gagner quelques millisecondes de réactivité ou de temps de réponse pur UI. Plus spécifiquement sur React Native, un premier conseil que je donnerais si vous démarrez avec React Native, c'est d'utiliser un produit qui s'appelle Expo. Ils connaissent un peu React, c'est un peu le Next.js de React, donc ça facilite en fait le développement d'applications React Native, avec en particulier un élément sur lequel ils améliorent grandement l'expérience développeur, c'est tout ce qui est build. Et Expo propose une solution en fait où les builds vont se faire sur les serveurs d'Expo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une nouvelle version d'application, le code source sur les serveurs d'Expo et il va nous faire le build iOS Android qu'on va pouvoir tester sur un device en local, quoi. Ils viennent aussi avec une sélection de SDK qu'ils intègrent en fait des SDK natifs qu'ils intègrent d'office dans leur solution et du coup qui vont nous permettre de gagner du temps et éviter d'avoir des problèmes de compatibilité qu'on pourrait avoir entre des. Alors les limites déjà c'est que c'est payant quand on veut arriver à un certain niveau un certain nombre de builds en tout cas. Et puis on est restreint quand même sur les SDK qu'on peut utiliser. Si vous avez besoin d'utiliser un SDK un peu spécifique ou qui n'est pas prévu dans leur plateforme, ou même un SDK maison, bah vous allez être coincé. Et on est obligé d'éjecter du coup l'application Expo pour revenir sur un projet React Native classique. Et on retombe sur les problématiques de build qu'on avait avant, quoi. Et vraiment pour découvrir, je vous recommande vraiment deux types de librairies que je recommande d'utiliser. C'est des librairies de composants. Donc c'est des classiques, hein, vers des data pickers, des data pickers on l'a déjà, mais des champs texte, des avatars, des trucs comme ça. Parce que React Native fournit quelques composants, mais vraiment très basiques. C'est comme si on avait juste les inputs type texte en HTML, puis qu'on n'a rien d'autre, quoi. Donc si on veut gagner du temps, si on veut aller vite, bah, c'est bien d'utiliser des librairies de composants. Alors il y a celles qui sont connues, il y a Native Base, il y a React Native Elements, UIKitten, il y en a pas mal.
L'avantage aussi, c'est qu'elles viennent avec une gestion de thème qui ressemble un peu à ce qu'on fait en CSS et InJS, pour ceux qui connaissent, et du coup qui vont nous aider à définir le design de notre application. Autre librairie intéressante, c'est tout ce qui est gestion d'état, avec entre autres le fameux Redux, hein, qui a pas plus grand monde. Et du coup, l'intérêt, ça va être de pouvoir gérer entre autres le mode déconnecté. Ce sont des fonctionnalités qu'on demande souvent sur des applications mobiles. Et avec Redux, ça va grandement nous faciliter la gestion de ces. Autre outil que je recommande, c'est de récupérer, en fait, d'utiliser un outil d'erreur tracking. Lorsque vous avez une erreur qui s'exécute dans l'application, sur le device d'un de vos clients, bah, vous n'avez pas le device sous la main, vous n'avez pas les logs, vous n'avez rien du tout. Donc c'est toujours compliqué, si on n'a pas d'infos, de pouvoir reproduire ce bug et du coup le corriger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut intégrer des produits, des SDK en fait, qui sont intégrés dans l'application et qui vont catcher toutes les erreurs, à la fois les erreurs JavaScript et les erreurs natives, et remonter des traces sur des serveurs cloud. Alors il y a deux outils qui sont très connus là-dedans, qui s'appellent Sentry et Bugsnag, qui sont utilisables d'ailleurs sur Sentry, mais je l'avais utilisé sur du React, ça marche très bien. C'est vraiment des super outils, quoi. Pareil, au-delà d'un certain niveau, c'est payant. Ces outils d'error tracking aussi, ils ont des fonctionnalités de monitoring aussi qui peuvent permettre de se rendre compte à quel endroit dans l'application on a des problèmes de perf aussi. Et puis, utiliser une plateforme d'intégration continue, alors ça c'est essentiel, parce que les builds c'est compliqué. C'est essentiel, mais c'est pas simple. Parce qu'entre autres, on a du build iOS à faire, donc on est obligé d'avoir une partie des builds qui va se faire sur Mac. Donc avoir par exemple des GitLab Runner. Et puis il faut maintenir ces plateformes et maintenir la plateforme iOS où il faut changer régulièrement en version d'Xcode, sinon ça marche plus du tout. Ça peut être un peu pénible. Alors soit on monte sa propre plateforme en mode on-premise avec du Jenkins, du GitLab CI, ou alors on peut aller sur des versions cloud. Il y a Bitrise par exemple qui fait ça, il y a App Center de Microsoft. Je crois que je me demande si Azure DevOps doit permettre également d'avoir des machines ça. Enfin, à partir du moment où on a des possibilités d'avoir des machines. Quelques exemples de produits qu'on peut mettre dans une stack React Native. Là, on voit que les 4 premiers, React Query, TypeScript, qui me paraît, ça me paraît aujourd'hui une évidence, faire du JavaScript sans faire du TypeScript, c'est un peu. Enfin, faut aimer se causer des problèmes à terme. Redux, React Cookform, donc tout ça, si vous avez déjà fait du React, c'est des librairies que vous avez régulièrement utilisées, et du coup qui sont utilisables telles quelles dans React Native, ce qui est vraiment super intéressant. Native Base, donc j'ai parlé tout à l'heure de librairie de composants, et puis une librairie qui est utilisée en fait dans la démo, hein, qui s'appelle React Navigation, qui est le leader en fait des librairies qui permet de gérer la navigation dans une application React Native. En fait, c'est il reproduit vraiment exactement la manière le mode de navigation qu'on a sur des applis natives. Donc entre autres, les animations, la gestion des bacs, tout ça, c'est intégré en fait dans React Navigation. Et au niveau outils, donc j'ai parlé de Sentry hein, en bug tracker, j'ai parlé de Expo. Fastlane, c'est un outil de script qui va faciliter les scripts de build d'applications mobiles. Donc c'est entre autres je sais pas, d'aller générer toutes les icônes, d'aller chercher des certificats. C'est un grand problème les certificats entre autres iOS et sur tout ce qui est gestion de build. Donc ça, c'est très utile en fait pour faciliter les builds natifs. Un outil qui est super sympa qui s'appelle CodePush. Je parlais tout à l'heure de problématiques que quand on a un bug qu'on a livré, qu'il faille attendre une nouvelle livraison sur l'application mobile, donc sur les stores pour pouvoir le corriger. Avec CodePush, en fait, on va avoir la possibilité de remplacer le bundle.js à la volée. C'est-à-dire qu'au lancement de l'application, il va aller vérifier sur les serveurs s'il y a un nouveau bundle.js qui est disponible, et si c'est le cas, il va remplacer le bundle.js dans notre application. Donc c'est très utile quand il y a un gros bug à corriger, à condition que le bug soit en JavaScript, ça ne remplace pas la partie native. Par contre, il faut faire attention, c'est que ce genre d'outils, Apple, ils aiment pas, mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, pour moi, c'est encore un miracle que ce soit autorisé sur Apple. Pour la simple bonne raison, en fait, c'est que quand ils valident l'application Apple, ils vont la tester manuellement, ils vont valider ce que fait l'application. Autre outil que j'aime bien utiliser sur React Native, que j'aime bien utiliser en général, d'ailleurs, Storybook, je ne sais pas si certains connaissent, mais qui permet de tester des composants UI en mode isolé, donc
complètement indépendamment du reste de l'application. Ça existe en React, Angular, Svelte, Vue, enfin en tout, quoi. Et ça existe également sur React Native, même si vu qu'on est sur un émulateur, c'est un peu moins sympa à utiliser, mais ça permet quand même de la même approche qu'on a avec du React Native, avec du React.js, pardon. Et puis un dernier outil qui va faciliter le débugage, qui est Flipper. Donc c'est un outil fourni par Facebook qui au début fonctionnait uniquement en natif et qu'ils ont porté sur le React Native et qui va donc permettre de pouvoir accéder facilement aux logs. Enfin, sur une appli mobile, sur un device mobile, les logs, il y en a, quoi. Et puis d'accéder, pouvoir avoir un onglet network, un peu comme les DevTools en fait de Chrome, de pouvoir avoir un onglet network pour voir toutes les requêtes qui passent. Je l'utilise également un peu comme les React DevTools pour pouvoir voir l'arborescence de composants de mon application, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec Flipper. Il y a tout un système de plugins qui permet de l'enrichir, quoi. Donc très, très utile. Et puis avant, on avait d'autres outils, mais celui-là le remplace vraiment. Donc si je devais résumer pour le contexte idéal pour choisir React Native, en fait, déjà, c'est qu'on soit multiplateforme. Sinon, si on fait que du iOS ou que du Android, l'intérêt il est déjà un peu plus limité, quoi. Et puis qu'on ait une UI qui soit similaire, quoi. Si vous voulez avoir une UI complètement différente entre Android et iOS, il n'y a pas d'intérêt à passer pas trop d'intérêt en fait à passer par React Native, quoi. Autre contexte idéal, c'est un contexte malheureusement on est nombreux à connaître, c'est budget réduit, puis faut faire vite et pas cher, et du coup le fait d'avoir une base de code unique pour servir deux plateformes, ça permet déjà Ça marche également bien si on est sur des applications avec des besoins, j'ai mis classiques, alors c'est un peu bizarre comme terme, ce que je veux dire c'est, si on regarde la majorité de nos applications, ça va être d'interroger des services, afficher des données, d'avoir des formulaires pour entrer des données, et puis on va avoir un peu de natif pour faire de la géologue, pour faire de l'authentification. On est sur des besoins assez classiques et qui ne demandent pas d'aller très finement dans la manipulation de code natif, quoi. Et donc là, React Native va être plutôt bien, quoi. Et puis dernier point où ça va être intéressant, c'est si on a une équipe qui est rodée au développement web, qui a l'habitude de faire du React, React Native, ils vont y passer. Je l'ai constaté plusieurs fois, ils y passent vraiment très très vite, quoi. C'est vraiment le dernier point de contexte sur lequel React Native c'est vraiment idéal.